l'État pour 3 jours. 196 milliards de francs CFA pour soutenir le programme de développement routier du Mali. Promesse faite par les partenaires à l'issue de la réunion sur les investissements routiers prioritaires dans notre pays. Et puis le Code de la famille, enfin voté par l'Assemblée nationale sur un total de 1143 articles. 51 ont fait l'objet de réaménagement. Le nouveau code, fruit d'une large concertation, a dit le président de l'Assemblée nationale. Voilà pour les titres de cette édition, mesdames, messieurs. Bonsoir, bienvenue. C'est parti ce matin ici à Bamako pour la conférence régionale portant sur le thème impunité, justice et droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Une conférence qui a pour objectif de soutenir les efforts de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, visant à promouvoir la justice, le respect des droits de l'homme et à lutter contre l'impunité dans la sous-région. La conférence regroupe 3 jours durant, plus de 200 participants. Ils sont venus de par le monde. Les travaux d'ouverture étaient présidés par le chef de l'État. Un reportage est signé Sidiki Dambélé. Le rôle de la justice, dit-on, c'est de permettre à tout le monde de continuer à vivre ensemble dans le respect de chacun et en paix. Devant un tel défi, il s'agira donc au cours de cette conférence régionale d'engager la réflexion pour asseoir une justice à même de garantir l'état de droit et afin de construire une paix durable dans la sous-région. Et pour atteindre ce but, il faut coûte que coûte combattre l'impunité, l'une des clés de voûte de la paix et de la stabilité. L'impunité est un grave déni de justice qui alimente la culture de la violence. L'impunité ôte à la société l'opportunité de corriger et de sanctionner les manquements à la loi et crée une catégorie de personnes qui se mettent au-dessus des lois, créant auprès des populations un sentiment profond d'injustice, d'indignation, voire de révolte. L'injustice, si elle n'est pas réparée, peut conduire à la contestation, sinon à la violence, qui peut elle-même générer l'injustice. Il s'agira donc pour les participants à cette conférence régionale de Bamako de résoudre l'équation droits de l'homme, justice, paix, sécurité et développement en Afrique de l'Ouest. Ils devront également évaluer le niveau de mise en œuvre du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, 10 ans après son adoption. Le présent atelier offre aux participants l'occasion d'examiner en profondeur et à la lumière du cadre normatif en vigueur les pratiques positives issues de nos traditions et les défis qui, de plus en plus grands, s'imposent à notre quotidien d'Africains, afin d'explorer la meilleure voie à suivre pour combiner le besoin de la lutte contre l'impunité et le devoir de la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région. La justice transitionnelle, l'administration de la justice au niveau national et international, la justice traditionnelle et sa contribution à la lutte contre l'impunité sont autant de sujets qui seront développés au cours de cette conférence par d'éminentes personnalités. Le Mali se félicite du choix du thème central de la présente conférence. Ce thème présente un intérêt particulier et surtout pour les pays, non seulement du continent, mais aussi de notre sous-région, qui ont vécu des situations et qui en vivent d'ailleurs encore, des situations qui affectent sérieusement leur processus de développement, leur cohésion, leur unité nationale et l'édification d'un état de droit dont la justice constitue l'épine dorsale. Dans mon village, un adage dit que le premier et le principal ennemi du pouvoir, c'est l'injustice. L'un des enjeux de la présente conférence, de notre point de vue, réside dans notre capacité de dégager une vision commune, assortie d'une démarche claire et précise du rôle de la justice dans nos États. Le Mali, pour sa part, depuis les événements de mars 1991, s'est résolument engagé à bâtir un État de droit et de démocratie. Cette préoccupation est largement prise en charge dans le projet de développement économique et social qui fait de la bonne gouvernance une priorité de l'action gouvernementale. À l'issue de la conférence, une déclaration dite de Bamako et une feuille de route seront adoptés. 2 documents qui serviront de référence à la mise en œuvre du protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance. Alors, difficile d'évoquer les questions des droits de l'homme sans parler de la situation des combattants revenus de Libye.
avec des armes. Et du coup, ce sont de nouvelles menaces à la paix, à la sécurité qui se développent dans la bande saharienne, selon Amadou Toumani Touré, le président de la République, qui n'a pas manqué d'inviter la communauté internationale à soutenir les efforts des pays de la bande sahélo-saharienne, et cela pour assurer la sécurité des populations. Nous vous proposons ici d'écouter le président de la République, Amadou Toumani Touré, des propos recueillis par notre reporter Sidiki Dambélé. Notre espace commun, je voudrais parler spécifiquement de la CEDEAO, mais je m'élargis à l'Afrique, est confronté aujourd'hui à des menaces diverses, au nombre desquelles le crime organisé, le banditisme transfrontalier, la circulation anarchique et le trafic des armes, le trafic de la drogue et d'autres trafics illicites et d'autres trafics de tous les genres qui constituent des facteurs de désintégration sociale de nos économies. Ces menaces sont de nature à ébranler la stabilité des institutions publiques de notre sous-région et de notre région et les fondements du système démocratique en construction. Je demeure pour ma part convaincu que la justice a un rôle majeur pour garantir la paix sociale. En effet, la meilleure manière de lutter efficacement contre les menaces précitées est de veiller au renforcement d'un système de justice crédible mais audacieux. Il s'agit incontestablement d'une condition nécessaire pour promouvoir le développement économique et social auquel aspirent nos États. Vous avez parlé également de retour des bandes armées, mais j'ai essayé d'expliquer un peu les effets collatéraux de la crise libyenne. Personne ne contestera un pays de se battre jusqu'aux armes, jusqu'aux pertes humaines pour conquérir la paix, la stabilité et la démocratie. Nous, au Mali, nous l'avons fait. Et donc, nous ne pourrons qu'admirer ce que d'autres font. Au moins, nous devons l'accepter. La Libye est un magasin d'armes et de médecins. Autant certains révolutionnaires dont l'action consistait à aller conquérir la démocratie, mais d'autres, à l'arrière, troupes, étaient des trafiquants d'armes de tout genre. Je pense que c'est un sujet d'inquiétude et c'est un sujet de préoccupation. Mais ces armes ont renforcé les menaces déjà existantes. Parce que ces menaces ont besoin de se protéger. Pour se protéger, elle a besoin de s'armer et de s'organiser. Donc, pour une fois, je suis convaincu qu'il y a quelques mois, 6 mois plus tard, 1 an, ces menaces n'avaient pas les mêmes puissances et les mêmes moyens militaires qu'elles ont aujourd'hui. Elles se sont considérablement renforcées à partir de là. Nous n'accusons personne, bien au contraire. Mais nous voulons attirer l'attention de la communauté internationale pour qu'elle comprenne, sache et nous appuie dans les différentes mesures que nous allons prendre dans le cadre de l'éradication de tels phénomènes. Mais comme si les magasins d'armes à bon prix ne suffisent pas, maintenant ce sont des troupes qui sont venues avec l'éclatement des brigades autour de la Jamaïra. Ce sont des unités organisées, équipées, qui sont venues dans nos pays riverains, que nous avons reçues aussi au Mali. C'est des armes organiques. Hier, c'était des armes. Maintenant, ce sont des armées. Face à une situation qui peut déjà gêner une région fragile et qui, dans une certaine mesure, a contribué également à changer, dans une certaine limite, les rapports de force et surtout à susciter des vieilles ambitions et à voir naître également de nouvelles, c'est une situation à laquelle il va falloir faire attention et l'appréhender. Là aussi, nous n'accusons personne. Ce n'est la faute de nulle part. Mais je pense que la communauté internationale doit être auprès de nous. Nous comprendre. Elle le sait déjà. Nous soutenir, parce que nous n'avons pas d'autre choix que de régler ce problème. De deux voies. Soit la solution politique et pacifique, ce qui est souhaitable, mais la solution militaire typique, si nous n'avons d'autre choix que cela. Et notre bande n'hésitera pas de passer par cela. Mais je souhaite de tout cœur que ça soit un problème autour d'un dialogue constant, constructif, sur lequel les uns et les autres peuvent être convaincus.
Voilà, le président de la République, Amadou Toumani Touré, ce matin, à l'ouverture de la conférence régionale sur l'impunité, la justice et les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest, rencontre que Bamako abrite pour 3 jours. Et c'était hier jeudi qu'a pris fin la visite officielle du président de la République, Amadou Toumani Touré, au Royaume des Pays-Bas. Un programme serré avec des tête-à-tête et des visites de structures stratégiques. Pour l'ambassadeur du Mali aux Pays-Bas, la visite a été une réussite vu ce que ce pays fait pour le Mali et ce qui est encore programmé. Nos envoyés spéciaux, Abdoul Salam Bambara et Tissera Dambélé. Cette visite du président malien aux Pays-Bas aura été une réussite. 3 jours de visite avec des entretiens au plus haut sommet de l'État. D'abord avec la reine, puis avec la princesse Maxima pour parler de microfinance et avec le Premier ministre pour parler des secteurs de concentration de la coopération. Cela également surtout nous a donné l'occasion de remercier ce pays ami, un très grand ami du Mali, qui participe beaucoup et d'une manière très efficace dans l'aide publique et dans l'accompagnement pour le développement. Aussi bien au plan bilatéral, au plan également multilatéral, mais au plan également de l'Union européenne. Parce qu'il faut constater que dans les pays sud du Sahara, le Mali quand même est l'un des pays qui reçoit l'aide la plus importante. Donc, le partenaire qui nous donne la partie la plus importante de l'aide publique au développement est l'Union européenne. Et les Pays-Bas sont membres de l'Union européenne. 35 ans de coopération entre les deux pays et l'espoir reste présent partout avec la place que notre pays continue d'occuper dans le dispositif d'aide des Pays-Bas. Les grands secteurs de concentration, ça va être l'eau, l'agriculture, la sécurité alimentaire et la santé des femmes. L'enveloppe financière est en train d'être fixée. En décembre, nous le saurons. Moi, je la connais actuellement, mais je préfère qu'elle soit signée pour pouvoir dire le montant. En tout cas, il faut savoir que l'enveloppe sera substantielle. Devant la reine et un parterre de hautes personnalités de l'État néerlandais, Amadou Toumani Touré a animé une conférence sur le modèle démocratique malien et la paix et la sécurité dans la bande sahélo-saharienne. Un modèle démocratique qui a ses spécificités, une paix et une sécurité qui ne pourront être obtenues dans le Sahel qu'avec la conjugaison des efforts de tous. Vous avez vu la mine des uns et des autres. Le président a vraiment fait une extrême bonne figure. Et cela nous honore. Je crois qu'au total, le Mali, l'image du Mali et de son président vraiment font recette en Europe et aussi dans le monde. Et je pense que cela est tout bénéfice pour notre pays. Toujours à La Haye, le président malien a visité les archives de l'Institut d'architecture. Ici, on découvre que notre pays est bien connu aux Pays-Bas avec ses grands architectes qui ont longtemps travaillé au Mali. Des efforts qui seront récompensés pour Van Stig, cet architecte qui, selon le chef de l'État, mérite que le Mali lui reconnaisse ses efforts à travers une 2e décoration. Tradition respectée, le président malien a trouvé le temps de rencontrer la communauté malienne vivant dans ce pays. Moment d'échange sur les nouvelles du pays, moment également de recenser les doléances de ces Maliens de l'extérieur qui sont présents dans toutes les politiques nationales de développement. La délégation malienne était également à La Haye et c'était pour vendre l'image du Mali. Des rencontres ont été organisées avec les conseils des affaires Pays-Bas-Afrique où le Mali, avec ses atouts économiques, a été présenté. Même opération de charme auprès du patronat qui envisage de venir voir ici sur le terrain. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Abdoul Salam Bambara et Tessera Dambélé. Vendre le Mali à ses partenaires est une façon de nourrir la coopération. À La Haye, les rencontres dans ce sens ont été prometteuses avec cette rencontre autour d'un déjeuner avec le Conseil d'affaires Pays-Bas-Afrique. La vedette, le Mali, où il fait bon investir selon une communication de l'Agence pour la promotion des investissements. Nous avons mis en avant nos atouts, comme nous le faisons d'habitude, qui vont de la stabilité politique aux réformes institutionnelles et structurelles qui sont mises en place. Et bien évidemment nos atouts naturels qui sont les mines, l'agriculture. Lorsqu'on parle du Mali, bien évidemment, il pense tout de suite à l'agriculture, il pense aux mines, il pense à l'or. Alors bien sûr, nous mettons l'emphase sur notre sous-sol très riche et varié, en faisant quand même attention de ne pas trop focaliser sur l'or ou sur la bauxite, etc. Mais plutôt sur tous les services qui sont autour de la mine et qui permettent à la mine de vivre. Quels sont-ils? La logistique, la fourniture en électricité, etc. etc. L'autre opportunité fut la rencontre avec le patronat des Pays-Bas à la Tour du Mali, où les patrons des patrons néerlandais ont échangé avec la délégation malienne sur les opportunités d'affaires au Mali. Et nous avons échangé
sur les opportunités d'investissement au Mali et des bonnes dispositions ont été montrées de ce côté. Et là aussi, les secteurs privés doivent se préparer. Ils vont effectuer une visite au secteur privé malien, c'est le patronat, en février 2012. L'agriculture est l'un des domaines de coopération entre nos deux pays et l'université de Wageningen est un maillon essentiel. Ici, 5 Maliens travaillent actuellement sur une thèse de doctorat dans le domaine de l'agriculture et une étroite coopération existe déjà entre ce centre de recherche et l'hyper-IFR de Katibougou, l'Office du Niger et l'IER. La porte d'entrée du progrès dans le domaine de l'agriculture reste la recherche. Et nous avons vu aujourd'hui des résultats spectaculaires de la recherche qui permettent de quintupler les rendements de certaines spéculations végétales. Ce qu'il faut retenir également qu'au niveau de cette université, on ne dissocie pas la recherche agricole avec les autres sciences, les sciences économiques, les sciences sociales, les sciences environnementales. On ne dissocie pas l'eau et l'agriculture. Et tout ça reste des choses liées et dont le succès des uns dépend de la présence des autres. Le président Amadou Toumani Touré a visité les serres de cette université, un haut lieu de recherche impressionnant où tout est essayé pour aider l'homme à produire beaucoup plus avec beaucoup moins de moyens. Au cours de sa visite aux Pays-Bas, le président de la République était accompagné de son épouse, un séjour que la présidente de la Fondation a mis à profit pour nouer des contacts pour avoir plus de moyens et avancer dans son combat pour la cause des enfants. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Au cours de son séjour aux Pays-Bas, la présidente de la Fondation pour l'enfance a multiplié les rencontres. C'est ainsi qu'elle a visité à La Haye le centre GG2, un centre que les Maliens appelleraient plutôt centre d'écoute et de soins pour jeunes parce qu'il s'occupe de la santé reproductive de la jeunesse. Ce centre est un organisme du gouvernement qui existe dans toutes les municipalités, c'est financé par le gouvernement. Nous avions un projet, également on a un projet similaire sur l'action dans les écoles, qui fait à peu près le même travail de sensibilisation sur la pandémie du sida. Et donc là également, ça nous a beaucoup intéressés. Autre rencontre fructueuse pour la Fondation pour l'enfance, la visite de la Fondation Liliane. Créée en 1980, cette structure s'occupe des enfants handicapés et des enfants de la rue, de leur scolarisation à leur insertion professionnelle en passant par leur formation. Nous avons un projet similaire, mais en petit format, qui est notre projet d'appareillage des enfants handicapés de Tombouctou. Donc nous avons discuté ensemble et on a estimé, on a trouvé là qu'il y avait une communauté d'objectifs et nous avons bon espoir que nous pourrons travailler ensemble à l'avenir avec la Fondation Liliane. Des activités qui inspirent la Fondation pour l'enfance déjà active dans ces domaines. Et c'est le projet de création de services de néonatologie à l'hôpital Mère-Enfant de Bamako qui conduira la présidente de la Fondation pour l'enfance à l'hôpital Sophia, plus précisément dans son service de néonatologie où on fait des merveilles pour les nouveau-nés et leurs mamans. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a reçu en audience aujourd'hui 2 groupes de personnalités. Avec le premier, il a été question de la table ronde des bailleurs de fonds qui investissent dans le secteur des routes. Quant au second, il a été surtout question des travaux sur la réunion concernant la justice, l'impunité et les droits de l'homme. Le compte-rendu de ces audiences avec Boubacar Sissoko. Les partenaires intervenant dans le secteur routier au Mali sont les premiers à être reçus par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Les échanges ont naturellement porté sur la table ronde qui s'est achevée ce matin. Selon les investisseurs, le Mali leur a donné une grande satisfaction. Pendant 2 jours, ensemble, nous avons vu comment arriver à l'objectif final qui a été signé à cette réunion. Je peux vous dire que les résultats sont largement atteints et que toutes les étapes futures pour accélérer la réalisation de ce programme sont définies avec les autorités maliennes. Encore une fois, c'était l'occasion pour remercier le Mali pour le rôle qu'il joue dans l'approfondissement de sa coopération avec l'ensemble des groupes qui étaient représentés au sein du groupe africain, au sein du groupe de la Banque islamique et des bailleurs de fonds arabes et de partenaires tels que l'Union européenne. Si la première audience s'est déroulée au Salon du Mali, du palais de Koulouba, il est à signaler que la deuxième personnalité,
Kayung Wakang, haut-commissaire adjointe aux droits de l'homme, a été reçue au salon du Massina. Madame la commissaire était venue rendre compte des travaux sur les questions de justice, d'impunité et des droits de l'homme. Je l'ai remercié pour son hospitalité et pour sa volonté politique d'abriter cette importante réunion sur la question de justice, impunité et droits de l'homme. Et le président nous a aussi parlé un tout petit peu de ses priorités en termes législatifs avant la fin de son mandat. Les différentes personnalités reçues ont toutes apprécié l'hospitalité légendaire du Mali. Fin donc de la table ronde des bailleurs de fonds sur les investissements routiers prioritaires. Les partenaires au développement du Mali se sont engagés à débourser 196 milliards de francs CFA pour soutenir la mise en œuvre du programme de développement routier. Après les travaux, les bailleurs ont été reçus en audience par le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, à qui ils ont rendu compte de la rencontre. Salimata Ndao. Ils étaient au total 9 partenaires au développement à prendre part aux séances de la table ronde sur les infrastructures routières prioritaires. Il s'agit de la Banque islamique de développement, de l'Union européenne, du Fonds saoudien de développement, de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, de la Banque africaine de développement, de la Banque ouest-africaine de développement, de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, de Japan International Cooperation Agency et du groupe de la Banque mondiale. Ces bailleurs de fonds ont été convaincus par le programme routier prioritaire présenté par le Mali. Le programme routier soumis, qui s'élève à environ 196 milliards de francs CFA, est entièrement couvert par une combinaison de financement ferme et d'intentions de financement devant faire l'objet de confirmation. Nous venons de mobiliser environ 200 milliards de francs CFA pour financer des projets quand même d'importance en termes d'infrastructures régionales et d'infrastructures entre les différentes villes du Mali. Après les travaux, les partenaires ont tenu à rendre visite au Premier ministre, Mme Cissé Mariam Kaïdama Sidibé, pour lui rendre compte des décisions prises à la table ronde. Ils étaient accompagnés des ministres de l'équipement et du transport, de l'économie et des finances et de celui chargé du budget. Nous sommes très ravis d'avoir travaillé ensemble entre partenaires avec les autorités maliennes pour un programme aussi important qui clairement contribue à renforcer davantage le secteur routier, si stratégique pour la République du Mali. Nous pensons que c'est un certain nombre d'axes stratégiques sur lesquels les partenaires qui ont été présents ici ont compris leur importance et ont clairement et explicitement bien notifié au Premier ministre et à l'ensemble de la partie malienne leur implication pour la réalisation de ce programme dans les meilleurs délais. C'est également là une reconnaissance implicite de la qualité de notre gouvernance globale, mais également de la pertinence des propositions que nous avons faites à travers ces investissements. Les 5 axes routiers ciblés par cette table ronde sont Bourem-Kidal, qui nécessite 51,5 milliards de francs CFA, Douanza-Ombouri, 65 milliards de francs CFA, Zantebougou-Kolondieba, 29,5 milliards de francs CFA, Massina-Diafarabé, 35 milliards de francs CFA et Didier Nikwala, Gumbu-Nara, 14,2 milliards de francs CFA. Le Premier ministre qui recevait également dans l'après-midi une délégation des élus du cercle de Gundam. Les deux parties ont échangé sur l'insécurité et la situation alimentaire qui prévalent dans le cercle. Madame Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a rassuré les maires que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous écoutons Mahaman Abokar Maïga, il est conseiller à la mairie de la commune urbaine de Gundam et il est au micro de Agali Ag Aguissa. Nous avons souligné 3 problèmes. Le premier, c'est surtout l'insécurité grandissante dans la zone sahélo-sahélienne et particulièrement dans la région de Tombouctou, et où nous avons parlé de retrait de certains postes de sécurité, mais nous avons été ravis de comprendre, suivant les explications qu'elle nous a données, et qu'en réalité, des dispositions seront prises pour que le tout soit mis dans l'ordre. Le deuxième point, c'est surtout l'insécurité alimentaire, qu'il s'agisse des personnes ou des animaux, parce que nous avions parcouru des documents dans lesquels nous avons
compris que le cercle de Gundam n'était pas pris en compte, mais nous venons d'être encore ravis parce que le document a été mal exploité et je crois que nous serons en réalité bien pris en compte, contrairement à ce que nous, maires, nous avons compris. Donc, le troisième point, c'est surtout des prières que Madame le Premier ministre avait demandées et nous avons pris l'Al-Fatiha, tout en le rassurant qu'au nord, lorsqu'on quittait l'autre jour, avant-hier, même dans les mosquées, les imams ont demandé à ce que les prières soient faites pour le Mali, pour la protection du Mali. Toutes nos ententes ont été comblées parce que nous avons eu des vraies explications qui nous ont vraiment satisfaits. Mahman Abokar Maïga, conseiller à la mairie de la commune urbaine de Gundam, porte-parole d'une délégation des élus du cercle de Gundam qui était reçue ce matin par le Premier ministre, qui donc est reçu cet après-midi par le Premier ministre. Déjà dans la matinée, Cissé Mariam Kaïdama Assidibé recevait la présidente mondiale de l'international Innerwil, Catherine Refabert, était venue remercier le chef du gouvernement pour son soutien et son aide aux membres d'Innerwil Mali qui appuient les femmes fistuleuses de Djelibougou. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience à micro de Daouda Sidiki Diarra. Je voulais la remercier de l'aide et du soutien qu'elle apporte à mes amis, les membres des clubs Innerwil de Bamako et du Mali. Nous sommes à l'Innerwil le club service féminin le plus important au monde, avec plus de 100 000 membres, 100 000 femmes à travers le monde, 4 000 clubs, donc plusieurs clubs au Mali, où elles font une action absolument extraordinaire, qui est la création du centre anti-fistule de Djelibougou. Et je suis venue entre autres pour les soutenir dans cette action et essayer de transformer cette action en une action africaine, parce que toute l'Afrique a besoin de petits centres un petit peu disséminés un petit partout, en dehors de la capitale, pour venir en aide aux femmes qui souffrent de fistules. Je pense que c'est notre devoir en tant qu'association féminine de travailler pour soulager cette souffrance énorme des femmes africaines. Et puis, bien sûr, nous nous occupons énormément de l'éducation des filles. Nous, partout en Afrique et dans le monde, nous créons des structures d'accueil scolaire pour les filles, en particulier, bien sûr, également pour les garçons. Et je suis très fière d'être devenue présidente, très fière des Innerwil et très honorée d'avoir été nommée à la tête de cette association qui vraiment était exemplaire dans le monde. Comme je vous l'ai dit, c'est la plus grande association bénévole féminine de clubs services féminins dans le monde. Le projet de loi portant code des personnes et de la famille a été finalement voté ce matin par l'Assemblée nationale. Sur un total de 1443 articles, 51 ont fait l'objet de réaménagement. Pour le président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré, le Mali est en voie de se doter d'un texte important qui est le fruit d'une large concertation. Nous faisons le point avec Amadou Sankari. 2 ans et 4 mois après son renvoi en seconde lecture, le projet de loi portant code des personnes et de la famille se retrouve sur la table des élus de la nation. Les résultats du vote sont les suivants. Pour 121, contre 0, abstention 0, non votant 0. Nous pouvons maintenant déclarer que la loi portant code des personnes et de la famille est votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Mali. Un vote sans débat. Sur les 1143 articles que compte ce texte, 51 ont fait l'objet de réaménagement. Ce qui est essentiel à signaler, c'est d'abord le mariage religieux. Avant, il n'était pas reconnu légalement, donc il n'avait pas d'effet. Or, on sait que l'immense majorité des gens se marient de façon religieuse, mais ne vont pas nécessairement chez l'officier de l'état civil. Ces mariages-là, qui sont censés apporter la protection à la femme et un certain nombre de droits, mais n'avaient aucune conséquence pour les femmes. C'est comme si elles n'étaient pas mariées. Donc le fait de légaliser le mariage religieux était une revendication tout à fait légitime. Donc il était perçu comme une revendication des religieux, mais c'est une revendication de l'ensemble de la population pour avoir une meilleure protection de l'ensemble des femmes. Après le mariage religieux, il y a
la matière de filiation, principalement l'adoption. L'adoption a été un point d'achoppement, mais Dieu merci, à force de discussions, de controverses, les idées se sont retrouvées. Mais ce qui a été retenu, c'est qu'on a gardé l'adoption filiation à côté de l'adoption protection dans notre dispositif législatif, et avec seulement un meilleur encadrement dans le seul souci de protéger les droits de l'enfant. Selon la commission loi, cette dernière mouture du projet de loi portant code des personnes et de la famille est le résultat de discussions, d'échanges, de propositions, de contre-propositions, de concessions réciproques de la part de tous les acteurs sociaux qui ont pris part à son toilettage. Comment ne pas saluer l'esprit d'ouverture du Haut Conseil islamique avec lequel nous avons travaillé des mois durant et qui a accepté de renoncer à de nombreuses demandes et préoccupations. Mais aussi comment ne pas saluer le même esprit d'ouverture observé auprès de toutes les autres personnes et ressources qui ont été invitées à ce débat. Ce que nous venons de réussir ici en ce jour sera dans les lettres de noblesse de l'histoire parlementaire sûrement. Nous n'avons ici procédé à aucun abandon, à aucune démission. Mieux, nous avons assumé, nous avons assuré. Notre objectif, c'est quoi? C'est la stabilité nationale, la cohésion sociale de notre pays et, Monsieur le Président, par-dessus tout, la paix. Pour le président de l'Assemblée nationale, ces documents qui viennent d'être adoptés constituent un outil de développement pour le Mali. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est de me féliciter qu'une fois encore, l'ensemble du peuple malien, à travers ses représentants, à travers son gouvernement, vient d'administrer la preuve de sa capacité jamais démentie de se surpasser dans les moments difficiles. Cette unanimité obtenue autour de ce code des personnes et de la famille est une unanimité voulue par l'ensemble du peuple malien. La deuxième chose que je voudrais dire tient en un seul mot et s'adresse à vous, mes chers collègues. C'est vraiment merci. Autre projet de loi adopté par les députés, c'est celui relatif à l'accord de prêt signé entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement FAD pour le financement du deuxième programme d'appui à la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté. D'un montant de 11 milliards de francs CFA, cette première tranche qui porte sur un appui budgétaire général doit contribuer à la création des conditions pour une croissance économique forte au Mali. Au chapitre des réactions dans ces communiqués qui nous est parvenu, le Rassemblement pour le Mali, RPM, déclare avoir appris avec une profonde joie et un réel soulagement le vote à l'Assemblée nationale du Mali de ce nouveau code des personnes et de la famille. Les conseillères de cercle et les femmes des partis politiques sont à l'école pour s'approprier le contenu du projet de réforme de l'État. La journée d'échange est axée sur les différentes thématiques faisant l'objet de révision de la Constitution dans l'article 2. Ce dernier met l'accent sur l'égalité entre les hommes et les femmes et accorde un privilège au financement des femmes pour les élections. Un reportage de Ramata Konaté. Le projet de réforme constitutionnelle de l'État est un ensemble de mesures prises par les plus hautes autorités pour renforcer la démocratie au Mali. Les citoyens doivent se prononcer sur cette constitution lors du référendum prévu le 29 avril prochain. En attendant, une journée d'échange avec les conseillères de cercle et les femmes des partis politiques se tient sur le contenu et les enjeux de la dite réforme. Il s'agit notamment des innovations apportées à notre constitution dont l'article 2, un article qui prône l'égalité entre les hommes et les femmes et accorde une large ouverture au financement des femmes pour renforcer leur candidature aux élections. Le ministre en charge de la réforme de l'État a rappelé le parcours de cette constitution devant l'Assemblée nationale. Cette réforme, comme vous le savez, a été votée
par l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale. Sur 147 députés, le projet a été voté par 141 députés et 3 qu'on peut considérer comme également votés en faveur du projet, puisqu'ils sont sortis de la salle avant le vote. Le même engagement est pris par les participantes. Nous, femmes des partis politiques, ADEMA, URD, RDP, MPR, PDS, IDD, CENID, PIDS, QUEDEM, RPM, FAMA, PSP, YELEMA, M+ Ramata, Bara, Parena et concerts élus des 49 cercles du Mali et du district de Bamako, nous déclarons notre engagement à véhiculer le message des retours dans nos localités respectives et à voter oui massivement la réforme constitutionnelle initiée par le président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré. La rencontre est organisée par le cadre de concertation des femmes des partis politiques en partenariat avec le ministère de la Réforme de l'État. L'actualité politique encore avec ces rencontres qui se multiplient entre certaines formations. Ainsi, une délégation de la Convention pour une Afrique solidaire, Sénas Faso Here, a rencontré le bureau politique national de l'Union malienne du Rassemblement démocratique africain Faso Djigui, UM-RDA Faso Djigui, pour une prise de contact et d'échange sur les problématiques majeures de la nation. C'était le mercredi 16 novembre dernier. Et puis le 25 novembre dernier, une autre délégation de la Convention nationale pour une Afrique solidaire Faso Here, conduite par son secrétaire général, Soumana Tangara, a rencontré une délégation du Parti pour la solidarité et le progrès, le PSP, conduite par son président Oumar Amadou Ndiko à son siège à Kinzambougou. Après analyse approfondie sur les grandes questions d'intérêt national, les deux partis ont eu des échanges francs sur chacun des points évoqués. Ils ont décidé de se rencontrer chaque fois que le besoin se fera sentir en vue de discuter et d'échanger sur des questions nationales pour le renforcement de la démocratie et le développement socio-économique du Mali. Et cette déclaration de l'association Vision Citoyenne Développement VCD suite aux actes criminels perpétrés par des bandits dans le nord du pays, l'association Vision Citoyenneté Développement VCD condamne avec la plus grande fermeté ces crimes odieux commis à l'encontre des autres de notre pays, réaffirme son soutien total aux initiatives du président de la République, Amadou Toumani Touré, à son gouvernement pour endiguer à jamais cette forme de menace récurrente à la quiétude, la paix et la stabilité dans notre pays. L'empereur du Japon, Sa Majesté Akihito, aura 78 ans. Ce sera le 23 décembre prochain, à l'occasion de ce 78e anniversaire. L'ambassadeur du Japon au Mali a organisé hier soir une réception à sa résidence à Sébenikoro, en commune 4, une réception à laquelle ont pris part certains membres du gouvernement, des ambassadeurs accrédités dans notre pays et plusieurs autres personnalités. Occasion pour le diplomate japonais de revenir sur la coopération bilatérale entre nos deux pays qui touchent tous les secteurs vitaux tels l'éducation, la santé, l'économie. Reportage de Bourama Traoré. Il y avait un beau monde ce jeudi soir autour de l'ambassadeur du Japon au Mali. Pour cause, la célébration de l'anniversaire de l'empereur du Japon, Sa Majesté Akihito. En effet, l'empereur Akihito aura 78 ans le 23 décembre prochain. L'événement est donc célébré au Mali plus tôt que prévu. Pas de raison évoquée. Toutefois, le diplomate japonais a saisi l'occasion pour saluer les liens d'amitié et de coopération qui lient nos deux pays. Voudrais-je saisir l'occasion que m'offre cette cérémonie pour témoigner de l'excellence de la coopération entre le Japon et le Mali, de son dynamisme et de sa pertinence du fait qu'elle couvre tous les secteurs vitaux de l'économie malienne. Au nombre de ces secteurs, on peut noter l'éducation, la santé, l'économie et les infrastructures routières. Le Japon appuie également le Mali dans le domaine de la sécurité alimentaire. Sur ce point précis, les autorités nationales apprécient fortement l'intervention du pays du soleil levant.
Depuis déjà quelques années, le Mali bénéficie de la part du Japon de dons que nous appelons d'ailleurs les dons KR2, dans le cadre desquels le Japon met à la disposition de notre pays des vivres et surtout des engrais pour appuyer la production agricole. C'est dire que la coopération bilatérale entre le Mali et le Japon se porte bien et les deux pays entendent œuvrer ensemble pour donner un nouvel élan à leur coopération. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était ce matin sur les chantiers de rénovation des infrastructures au niveau des différentes facultés. Le ministre était venu constater de visu, s'imprégner des réalités sur le terrain et discuter avec les entreprises chargées de l'exécution et donner des instructions pour accélérer les travaux. Amadou Ouattara. À l'approche de la rentrée scolaire universitaire, c'est l'inquiétude au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par rapport aux différents chantiers de rénovation des infrastructures d'accueil des étudiants. C'est la raison pour laquelle Sibylle Ginette Bellegarde est allée voir sur le terrain l'état d'avancement des travaux. Nous avons visité les chantiers à la FAST. Évidemment, il y avait du boulot, c'est vrai. J'ai constaté par rapport à la dernière fois une nette avancée des travaux. Le 4e étage, les travaux touchent à leur fin. Il y a la peinture qui reste. Par contre, le tout premier niveau, ça reste encore à faire. Concernant la FM Post, le local que nous avons derrière nous, moi, je pense que d'ici moins d'un mois, ils auront terminé et ce sera tout à fait confortable pour accueillir les étudiants. Même si Madame le ministre se dit quelque part satisfaite à partir de ce qu'elle a vu, force est de reconnaître que les travaux accusent un retard. Les taux d'exécution sont près de 37% pour la FAS, 31% pour l'UIG et plus de 29% pour la FM Post. Une rentrée, ça se prépare et tant que les dispositifs ne sont pas mis en place, nous ne pouvons pas faire une rentrée pour ensuite stopper. Et cette rentrée, nous l'aurons, j'espère bien, avant 2012. Je suis satisfaite par rapport à ces blocs que nous voyons derrière nous, de la FM Post. Par contre, à la FAST, j'aurais souhaité que ce soit beaucoup plus avancé que cela. Je reconnais qu'à la FAST, c'est vraiment là où il y avait beaucoup à faire. A signaler aussi que sur les 90 jours de délai initial d'exécution des travaux, 52 sont déjà consommés. C'est un coup de pouce au processus de décentralisation au Mali. Le conseil du cercle de Kéniéba et le département de Pas-de-Calais viennent de signer un accord cadre de coopération décentralisée. Cet accord porte sur 8 axes prioritaires, notamment l'appui institutionnel, le désenclavement, la promotion de la jeunesse et le développement agricole. Entre autres, par la signature de cet accord, les deux collectivités réaffirment leur volonté à relever les défis de la décentralisation. Le dit accord a été signé à la Direction nationale des collectivités territoriales et c'était sous la présidence du ministre délégué chargé de la décentralisation. Reportage Bourama Traoré. Des signatures qui officialisent la coopération décentralisée entre le Conseil du cercle de Kéniéba et le département du Pas-de-Calais en France. Par cet accord, les deux collectivités territoriales se donnent la main pour faire face à certains défis liés à la décentralisation, à ligne de mire du désenclavement du cercle de Kéniéba. Kéniéba est toujours resté un cercle enclavé dans une région enclavée. Mais le cercle de Kéniéba était encore beaucoup plus enclavé, un cercle qui a des potentialités certes, mais qui manquait vraiment l'accompagnement des ONG. Il n'y avait aucune ONG dans le cercle de Kéniéba. Cela était dû au fait que nous étions enclavés. Donc, ce qui fait d'ailleurs que parmi ces axes prioritaires, il y a l'axe de désenclavement. Outre le désenclavement, l'accord de coopération entre le Conseil du cercle de Kéniéba et le département du Pas-de-Calais porte sur 7 autres axes prioritaires. Il s'agit en l'occurrence de la protection de l'environnement, de la santé, de l'hydraulique, de la culture,
du développement agricole et de la promotion de la jeunesse. À ces secteurs s'ajoute l'appui institutionnel, un point culminant de cette coopération décentralisée. À l'heure où l'État malien s'est engagé dans une déconcentration d'un certain nombre de politiques, il apparaissait légitime que pour mener à bien les actions qui seront celles du cercle, il faut que le cercle puisse se doter d'un peu d'ingénierie administrative et technique. La mise en œuvre de ces volets de coopération doit être soutenue par une bonne communication. C'est du moins l'avis du ministre délégué chargé de la décentralisation. Nous demandons effectivement aux deux parties, n'est-ce pas, d'être disponibles, de communiquer, n'est-ce pas, et je pense que c'est cela qui va... Sur ce qu'on a prévu de faire au niveau des accords, on signe effectivement des engagements, mais c'est la communication, c'est le suivi et aussi du travail bien fait, n'est-ce pas. C'est ce qui va effectivement apporter un grand souffle, un bon vent qu'on est en train de souhaiter à cet accord-là. Le ministre Sagara de conclure que la signature de cet accord de coopération constitue un coup de pouce au processus de décentralisation au Mali. Direction la 4e région, là-bas, une mission de suivi des activités en concours d'exécution par les organisations internationales a visité aujourd'hui le Cerfitex, c'est le centre de recherche et de formation pour l'industrie textile. L'objectif de la mission était d'aller s'enquérir là-bas de la pertinence du centre technique régional, centre financé par le Fonds commun pour les matières de base et l'Union européenne dans le cadre du traitement du coton. Correspondance au Kandesila. Cette visite guidée du Centre de recherche et de formation pour l'industrie textile Cerfitex s'inscrit dans le cadre du suivi-évaluation des activités en cours d'exécution par les organisations internationales chargées de la mise en œuvre de tout ACP Afrique, Caraïbes, Pacifique. En effet, dans le cadre de la standardisation de la mesure instrumentale du coton à des fins commerciales pour les pays en développement producteurs de coton en Afrique, le Cerfitex a bénéficié du Fonds commun pour les matières de base et l'Union européenne des appuis pour la mise en place d'un centre technique régional pour le classement du coton. Aujourd'hui, grâce à ce partenariat, le Cerfitex est devenu une référence en Afrique. Le centre technique régional pour la mesure instrumentale qui est venu fondamentalement renforcer nos capacités en matière de métrologie et qui nous a permis d'avoir un contact étroit avec toutes les sociétés cotonnières de l'UEMOA, Sodefitex, Sofitex du Burkina, qui est un partenaire essentiel du projet, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burundi et même le Tchad. Toutes ces sociétés cotonnières nous envoient effectivement leurs échantillons et nous analysons gratuitement dans le cadre de ce projet. Aussi, la visite guidée des laboratoires de chimie, électronique, métrologie et autres ateliers et la visite du centre technique qui couvre les zones Afrique de l'Ouest et du Centre auront permis aux visiteurs de se rendre compte de l'énorme potentialité du Cerfitex. Je constate quand même que le Cerfitex est un centre qui a déjà ses équipements, qui fait déjà ses formations, qui a sa capacité de renforcement. Et au-delà de ça, par rapport à ce qui a été fait dans le cadre de l'Union européenne, les équipements sont disponibles et sont également fonctionnels, permettent au Cerfitex d'améliorer sa capacité d'intervention. À l'issue des entretiens, les responsables du Cerfitex ont souhaité l'accompagnement nécessaire des partenaires pour la viabilité du centre régional au service des laboratoires africains. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Mali a ouvert ce matin à l'Institut national de recherche en santé publique, INRSP, les travaux des 16 États généraux. Pendant 3 jours, les pharmaciens venus de l'ensemble du territoire national se pencheront sur la situation de la profession de pharmacien au Mali, les difficultés auxquelles les pharmaciens sont confrontés et ils dégageront des perspectives. L'ouverture des travaux était présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé. C'est un reportage de Oumar Kouressi. Les textes qui régissent l'exercice de la profession de pharmacien indépendant au Mali sont vieux de 26 ans. En 1985, seuls 100 pharmaciens privés travaillaient dans le domaine de la vente de médicaments. Aujourd'hui, ils sont 1100 professionnels à exercer le métier sur l'ensemble du territoire national.
La floraison des officines n'a pas été suivie par une mise à jour de texte. Conséquence, la concurrence déloyale à laquelle les vendeurs ambulants des médicaments ont soumis les pharmaciens agréés avec tous les dangers sur la santé des consommateurs que cela peut comporter. Aujourd'hui, les médicaments se trouvent dans la main d'autres personnes qui ne sont pas des pharmaciens. Et là, c'est très dangereux. Donc, si nous ne prenons pas garde du fait que les médicaments se trouvent un peu partout aujourd'hui, ça pose problème pour la santé publique. Il y a aussi des problèmes d'organisation. Gérer 100 personnes et gérer 1100 personnes, ça ne peut pas être fait pareillement. Alors que c'est toujours les mêmes textes qu'on n'arrive pas à changer. À cette obsolescence des textes s'ajoutent d'autres difficultés comme le manque de formation continue des pharmaciens, l'absence de plan de carrière pour certains, l'exercice illicite de la profession par les non qualifiés. Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est un acteur clé dans notre système de santé, avec pour mission de veiller aux principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice des professions pharmaceutiques sur toute l'étendue du territoire par l'intermédiaire des conseils centraux et des conseils régionaux. L'ordre des pharmaciens veut donc, au cours de ces états généraux, mettre de l'ordre dans le secteur. Pour la première fois depuis un quart de siècle que le métier a été libéralisé, les pharmaciens, vendeurs et fabricants de médicaments, ainsi que des biologistes veulent crever l'abcès, en ouvrant des discussions souvent houleuses mais toujours franches pour aboutir à un consensus. Et nous allons maintenant voir du côté de l'hôpital du Point G pour voir cette expérience qui porte sur une opération du cœur. C'est avec Djemba Moussa. Les maladies cardiaques ont une prévalence de près de 10% au Mali selon les responsables de l'hôpital du Point G. Notre pays ne disposant pas pour le moment de dispositifs adéquats de référence tant sur le plan matériel qu'humain est soutenu par des médecins d'Angers. C'est pourquoi cette mission des spécialistes de maladies cardiovasculaires d'Angers aide certains hôpitaux du Mali depuis 3 ans pour les initier à prendre en charge quelques cas assez compliqués. Tout d'abord, chirurgie cardiaque relativement simple à cœur fermé et qui ne nécessite pas de machine de cœur-poumon artificielle. J'espère que ça viendra rapidement. Et actuellement, on est capable d'opérer des enfants à cœur fermé qui ont des cardiopathies congénitales. Si ce petit garçon n'avait pas été opéré, il aurait continué à se dégrader. Cette opération appelée intervention à cœur fermé a pu prendre en charge déjà 11 enfants atteints de maladies cardiaques. Les parents des malades se disent soulagés suite à ces interventions. Je suis très contente. Si ce n'était pas les médecins, mon enfant allait mourir. Je les remercie pour cela. Ma fille passait toute la journée comme ça. Elle ne dormait pas et ne pouvait rien faire. Elle partait à l'école, mais ne pouvait pas étudier. Elle se plaignait de son ventre. Son cœur était sérieusement atteint. Selon les spécialistes, la maladie cardiaque a plusieurs causes. Une des principales causes, c'est à la naissance, l'enfant peut naître avec une malformation. Et on appelle ça une malformation congénitale. Une autre cause, c'est les infections. Quand quelqu'un fait fréquemment des infections, il peut avoir une complication cardiologique. Signalons que les évacuations pour des chirurgies cardiaques coûtent à l'État malien plus de 15 millions de francs CFA pour chaque malade. La 8e édition des rencontres cinématographiques de Bamako, couplée avec le Festival international de N'Djamena, se tiendra du 14 au 18 décembre prochain. En prélude à ces manifestations, l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest avait donné rendez-vous hier aux cinéphiles, et c'était pour la projection d'une série de courts-métrages, des films réalisés par un collectif de jeunes entrepreneurs. Ces films seront justement en compétition pendant les rencontres cinématographiques de Bamako. L'une des innovations de l'édition 2011, c'est ce que nous dit Souleymane Sissé, le président de l'UCKO, et il est au micro de Mohamed Diarra. Les innovations, déjà, vous avez assisté à ces projections, donc ça ne serait plus comme les fois dernières où nous voyons des films des seuls vidéastes. Mais là, c'est des professionnels du cinéma qui s'intègrent dans le coup. Et c'est vrai que le gagnant cette année, il va avoir 1 million. Et donc c'est très important.
Il faut le dire, et c'est pour ça que je dis, maintenant, le cinéma doit démarrer. Et ça, c'est l'innovation 1. Deuxième innovation maintenant, on va amener autre chose à N'Djamena. Pas seulement le cinéma, mais il y aura des podiums, il y aura des grands chanteurs. J'ai été agréablement surpris parce que ces jeunes ils m'ont démontré qu'ils peuvent faire des choses plus intéressantes. Parce que j'ai vu la situation de Bamako traitée par chacun d'entre eux d'une manière simple mais éloquente. Et donc nous avons forcé à ce que ces jeunes puissent avoir confiance en eux-mêmes et sans attendre des aides de subventions. Nous connaissons leurs faiblesses. À partir de ce moment, nous allons avec eux nous battre pour qu'ils puissent atteindre ce que peut-être nous-mêmes nous n'avons pas pu atteindre. Ça fait quelques années que vous organisez ce festival. L'impact sur la population? La population est quelque chose de, comment on appelle ça, pour moi personnellement positif parce qu'il commence à s'ouvrir au monde. Parce que N'Djamena était un village très renfermé. Et donc cette fameuse vision de la vie commence à tomber et les femmes déjà ont commencé à faire des maraîchages. Ça, on l'a fait depuis 3 ans. Ça va permettre vraiment de développer le village, pas seulement pour le festival, mais pour le bien-être même de N'Djamena. Désormais, des sacs en toile en lieu et place des déchets plastiques, c'est la volonté des volontaires qui ont initié la distribution gratuite des sacs à Djikoroni. C'est à l'occasion, donc une très bonne occasion de sensibiliser les décideurs et les populations sur les dangers des déchets plastiques. Mamouro Sidibé. Les structures nationales et internationales intervenant dans le volontariat au Mali étaient dans le marché de Djikoroni Para. Objectif, distribuer des sacs en toile aux populations. Par ces gestes, les initiateurs veulent attirer l'attention du pouvoir public et les populations sur le danger des déchets plastiques. Les sachets en plastique et les plastiques en général constituent de nos jours un problème environnemental très grave. En effet, les plastiques sont des produits difficilement biodégradables. Et selon certaines recherches, il faut près de 9000 ans pour qu'un plastique soit dégradé. Encore une fois, les volontaires viennent confirmer la faisabilité de l'élimination totale des sacs en plastique. L'objectif était en fait de permettre d'abord de donner un signal fort. Le signal selon lequel il faut un moment arrêter avec la prolifération des sachets en plastique. Monsieur le maire l'a rappelé, les recherches ont prouvé qu'un sachet en plastique n'est pas biodégradable. C'est un danger permanent pour les ménages, pour nos mamans, pour nos sœurs et pour la population entière. Cette distribution des sacs vient en prélude à la journée internationale des volontaires célébrée chaque 5 décembre. Et le sport pour boucler cette édition avec la Fédération malienne de handball en collaboration avec la Fédération internationale de la discipline qui a lancé au Mali la formation des enseignants qui s'occupent des enfants en vue de mieux vulgariser la discipline à l'école. La première étape de cette formation a eu lieu à Sikasso. Isaac Tienou a suivi cette première étape. Voici son compte rendu. Cette formation qui a pris fin ce mercredi dans l'après-midi a concerné 43 enseignants. Pendant 3 jours, les stagiaires ont appris à faire du handball, un jeu attrayant et passionnant pour les enfants, à apprendre aux enfants comment faire une passe, comment se déplacer, comment se défendre et autres phases de jeu. Tout cela sous forme d'animation. Le formateur a alterné théorie et pratique pour faire passer son message. En fin de formation, les stagiaires se sont dit satisfaits et ont promis de faire de cette discipline une de leurs priorités. L'ensemble du personnel qui a eu à suivre la formation est content et nous ne pouvons que remercier les uns et les autres pour avoir donné l'occasion à cette couche de sportifs qui ont eu ces bagages présentement pour aller faire face à la formation des scolaires dans leurs établissements. Certaines écoles sont déjà prêtes, qui peuvent répondre à cette attente. Et ça va nous servir de tremplin maintenant pour relancer les activités sportives au niveau de l'école. Le formateur Habib Laban, expert de la Fédération internationale de handball, n'a pas manqué de féliciter les stagiaires pour leur assiduité. C'est vrai, 3 jours, c'est très court.
3 jours, des fois, c'est même pas une séance d'entraînement. On a essayé de donner le maximum d'informations de base, parce qu'il s'agit d'enfants de 5 à 11 ans. Le maximum d'informations de base qui vont vous permettre de lancer des enfants dans l'aventure handball. Et ça, c'est l'objectif qu'on s'est assigné. Et j'espère qu'au bout de ces 3 jours, on a réussi quand même à donner une idée sur la pratique du handball pour les gens qui ne l'ont jamais pratiqué. Les autorités sportives de Sigasso ont soutenu cette initiative. La cérémonie a pris fin par une remise d'attestation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, 20h, à Aïssata Ibrahim Maïga. Excellent week-end.